Le gouvernement invisible par Jacques Bordiot. Première partie. Préface. À l'heure tragique où le monde se trouve confronté à l'éventualité d'un cataclysme cosmique qui menace d'engloutir et nos personnes et notre civilisation, pétrie de christianisme, sous la ruée de barbares sans foi ni âme, y a-t-il lieu de désespérer? Telle n'est pas l'opinion du philosophe Georges Ouskatesco qui écrit « Il est indubitable que l'Europe est actuellement un monde en crise. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle passe par une telle épreuve. Bien mieux, le phénomène de la crise lui appartient presque en exclusivité et consubstantiel à son existence. Alors que les autres formes de culture connaissent des époques de décomposition et de longues étapes de statisme et de pétrification, l'Europe procède par crise, progrès antagonique, conflit permanent, qui affirme son devenir historique et sa capacité constante de rénovation. La crise, époque stérile, est dans son histoire à la fois sépulcre et berceau. Le passé et l'avenir, force vivante, luttent et s'harmonisent par-dessus le désert du présent. Les moments les plus aigus de la crise engendrent d'eux-mêmes les suprêmes élévations, les instants les plus sublimes de sa culture et de son histoire. La crise, à la fois sépulcre et berceau, est à l'histoire ce qu'est au grain de blé la germination sous terre. Il disparaît après avoir produit l'épi, né de sa propre substance. Cela, contrairement à l'opinion commune qui considère l'histoire comme une succession discontinue de tranches d'événements sans liaison entre elles. On parle d'empire babylonien, d'empire égyptien, d'empire chinois, d'empire perse, d'empire grec, d'empire romain, etc., comme d'entités intrinsèques disparues à jamais, sans autre conséquence que celle d'épiphénomènes et de paradigmes. D'où le principe « l'histoire est un perpétuel recommencement ». Rien n'est plus faux. Quoi qu'il paraisse, l'histoire n'est pas formée d'accidents successifs juxtaposés en chapelet au hasard des circonstances. Elle est une formation continue dont les événements s'enchaînent logiquement au long des générations. Sur la chaîne sans fin des siècles, l'homme, tisserand infatigable, dessine d'une navette hésitante la trame bariolée de l'histoire qui retrace ses espoirs, ses efforts, ses souffrances. Si nous ne discernons pas cet enchaînement logique, c'est qu'il nous manque des maillons, oubliés ou trop souvent tenus cachés par des forces occultes à tendance messianique. De nos jours, un certain nombre de sociologues, plus ou moins désintéressés, refusent d'admettre l'importance de ces forces occultes, voire même leur existence. Or, voici ce qu'écrivait en 1961 dans un livre intitulé « Vol de vautours sur le Congo », M. Pierre Nord, colonel André Brouillard, ancien chef des services de renseignement français, je cite « Toute votre instruction est à refaire si vous n'aviez pas compris à travers vos manuels d'histoire pour le passé, et en ouvrant vos yeux dans le présent, que tout bouleversement politique a commencé par les palabres secrètes de quelques hommes réunis dans une société de pensée, a continué par l'action secrète de leurs disciples, et que si cela n'a pas souvent réussi, s'il y a eu infiniment plus de conspirations que de révolutions triomphantes, en tout cas, il n'y a jamais de grands, de vrais, de profonds changements politiques sans société secrète au départ. Cela est vrai même des révolutions dites populaires, comme la Révolution française de 1789, trop longtemps attribuée à une révolte d'une population indigente contre les classes privilégiées. Dans son ouvrage magistral, La Révolution française, Pierre Gaxotte s'inscrit en faux contre cette opinion, je cite « La misère peut susciter des émeutes, écrit-il. Elle ne cause point de révolution. Celles-ci ont des causes plus profondes, et en 1789, les Français n'étaient pas malheureux. » Un historien aussi engagé à gauche que le professeur Albert Soboul affirme dans son Histoire de la Révolution française, je cite « La Révolution française constitue, avec les révolutions hollandaises et anglaises du XVIIe siècle, le couronnement d'une longue évolution économique et sociale qui a fait de la bourgeoisie la maîtresse du monde. Cette vérité qui peut passer aujourd'hui pour commune, les doctrinaires les plus conscients de la bourgeoisie l'avaient proclamée dès le XIXe siècle. Guizot démontrait que l'originalité de la société française, comme de la société anglaise, consistait essentiellement dans l'existence, entre le peuple et l'aristocratie, d'une forte classe bourgeoise qui, lentement, avait précisé l'idéologie et créé les cadres d'une société nouvelle dont 1789 avait été la consécration. Tocqueville après lui, puis Taine soutinrent cette même opinion.
Tocqueville a parlé avec une sorte de terreur religieuse de cette révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elle a faites. Ainsi, une révolution n'est jamais spontanée. Elle demande une préparation plus ou moins longue suivant les circonstances qui exigent la formulation d'une idéologie subversive, la mise en place d'un réseau de diffusion accompagné de mouvements de foule sous des prétextes divers, un financement suffisant pour assurer l'exécution d'un programme sujet à aléas, rémunérer l'état-major, les meneurs, les agents provocateurs, les indicateurs, etc. et acheter les compromissions nécessaires. Des interventions de l'étranger, le déclenchement d'une première émeute télécommandée suivie de journées entre guillemets ou de manifestations obligatoirement sanglantes. Ce qui fait écrire à Sylvain Bonmariage dans Au carrefour de l'histoire, avril 1958, il n'y a pas une sottise plus mensongère que de prétendre que les révolutions soient faites par la misère. Elles sont l'œuvre de gens repus. Ce sont des gens repus qui ont transmis et précisé l'idéologie multiséculaire de la Révolution. Fénelon, avec son Télémaque, 1699, son examen de conscience sur les devoirs de la royauté et ses tables de Chaune, 1711, Montesquieu, avec ses lettres persanes, 1721, et son esprit des lois, 1748, Voltaire, avec ses lettres philosophiques sur les Anglais, 1734, son dictionnaire philosophique, 1764, etc. C'est un repu s'il en fut, Philippe d'Orléans, la plus grosse fortune de son époque, grand maître du Grand Orient de France, futur Philippe Égalité, qui subventionnait le Club des 30 et tout un réseau de sociétés de pensée et de clubs associés pour la diffusion de l'idéologie révolutionnaire. En même temps, il rétribuait une meute de pamphlétaires dont les libelles étaient distribués par colporteurs jusque dans les campagnes les plus arriérées. Et il fut convaincu d'avoir stipendié les meneurs de sanglantes journées révolutionnaires en attendant de voter l'exécution de son cousin Louis XVI. Il ne faudrait pas croire que le schéma révolutionnaire ait été particulier à la France. On le retrouve dans tous les mouvements subversifs à l'étranger, quel qu'en soit le titre. Révolution, indépendance, coup d'État, pronunciamento ou autre. Ainsi en fut-il de l'indépendance des États-Unis, dont le principal promoteur fut le très riche Benjamin Franklin. Ainsi de la révolution d'octobre russe de 1917, subventionnée à la fois par la Reichsbank allemande, par les banques américaines Kuhn, Loeb & Co., Rockefeller et Morgan, par la Nya Banken suédoise et d'autres financiers dont il est parlé dans la haute finance et les révolutions. Et ce sont ces mêmes repus qui créent plus ou moins artificiellement la misère pour l'exploiter à leur profit. Si les trois premiers points du schéma révolutionnaire sont évidents, les deux derniers méritent quelques explications. Les interventions de l'étranger sont-elles indispensables ? Il faut bien admettre que tout mouvement révolutionnaire ne peut manquer d'avoir des conséquences pour les autres États, et il en est peu qui resteront neutres. Certains montreront une hostilité, soit à cause de leur relation avec le gouvernement menacé, soit par crainte que la subversion, faisant tache d'huile, ne cause des troubles chez eux. Tout au contraire, certains États, par intérêt ou par idéologie, souhaitent le renversement du système de gouvernement du pays intéressé. Les mouvements révolutionnaires ne peuvent que se réjouir de leurs interventions, lors même qu'ils ne les sollicitent pas. Faut-il citer les ingérences non dissimulées du big business ou de la CIA dans les agitations de l'Amérique latine ? D'autre part, pourquoi les effusions de sang seraient-elles considérées comme obligatoires ? Pour deux motifs. Le premier, créer des liens de complicité entre les conjurés. L'expérience a montré que dans les rangs révolutionnaires, de nombreux idéologues reculent au moment de passer à l'action. En les impliquant dans des exécutions légales ou surtout illégales, le mouvement se garantit contre leur défection. Il est établi par exemple que c'est le lien du régicide qui a permis à la Convention d'établir le régime de la terreur. Le second motif est de présenter à l'étranger le pouvoir révolutionnaire comme ayant l'acquiescement de la majorité du pays, ses victimes n'étant que des comploteurs contre la volonté du peuple, entre guillemets. Et l'on a même vu les armées de la Convention envahir la Belgique et l'Allemagne parce que tyrannicides, entre guillemets. Le schéma révolutionnaire a été déduit de l'étude des mouvements subversifs sur un plan national. Or, il est avéré que, au moins depuis le début du XIXe siècle, nous nous trouvons dans une perspective de révolution à l'échelle mondiale.
En fait, ce n'est que la dernière étape d'un processus synarchique très ancien qui vise à l'établissement d'un gouvernement mondial, en appliquant mutatis mutandis le même schéma dans son intégrité. Mon vieil ami Jacques Bordiot s'est donné pour tâche de le démontrer, sans se dissimuler d'ailleurs les difficultés de son projet. Toute entreprise subversive est caractérisée en effet par un organigramme hiérarchique strict, des aspects multiformes à la fois pour égarer les investigations extérieures et pour s'adapter à la diversité des classes de la société, le secret impératif à tous les échelons. Mais il n'est de secret qui n'est des failles, et d'autant plus nombreuses qu'il y a plus de gens à le partager. La synthèse des renseignements provenant de la police et de ses informateurs, des aveux des transfuges, des indiscrétions et des maladresses, d'événements fortuits, a permis de pénétrer bien des arcanes de l'entreprise de subversion mondiale. C'est le schéma simplifié issu de cette synthèse que Jacques Bordiot expose dans les pages qui suivent. Henri Coston. Au lecteur. Ceci est avant tout œuvre de bonne foi. Je n'ai pas la prétention de divulguer en quelques pages les menées souterraines et concertée d'une oligarchie internationale qui tente à instaurer sous son autorité un gouvernement mondial. Mon seul dessein est de prouver l'existence de cette conjuration et d'en révéler les buts et les moyens à un grand public soigneusement tenu dans l'ignorance par des gouvernements inféodés et des masses médias à leur ordre. Puisse ce petit manuel d'initiation ouvrir les yeux de mes contemporains et les inciter à pousser plus avant leur information sur les dessous d'une politique dont ils font les frais. JB, 25 avril 1983. Donc Jacques Bordiot. Remarque importante. 1. Il ne sera traité ici que des sociétés secrètes spécifiques de l'Occident, même si elles ont essaimé dans les autres parties du monde. Sans oublier pour autant que la plupart comportent des éléments empruntés aux idéologies orientales. Il est certain en effet qu'une étude sur les sociétés secrètes ne saurait faire abstraction des influences juives, gnostiques et néoplatoniciennes. 2. Il serait erroné de croire que tous les membres d'une société secrète soient conscients de ses buts occultes. Le prétexte affiché de philanthropie, d'études philosophiques, littéraires, artistiques ou autres lui sert à obtenir l'adhésion de personnalités éminentes, tenues soigneusement dans l'ignorance de ses intentions réelles et qui lui apportent leur caution morale, sa couverture entre guillemets. Chapitre 1er, les sociétés secrètes traditionnelles. Le célèbre dictionnaire de la langue française du Littré donne la définition « société secrète, association de conspirateurs ». Nul doute qu'elle ne choque bien des gens. Pourtant, elle émane d'Émile Littré, 1800 et 1881, initié à la franc-maçonnerie le 8 juillet 1875 dans la loge La Clémente Amitié. Il écrivait donc en connaissance de cause. Soulignons toutefois que la franc-maçonnerie s'est toujours défendue d'être une société secrète. Elle se prétend société fermée à la manière des clubs mondains, dont les adhérents ne sont admis qu'après enquête, sous parrainage et par vote à bulletin secret. Officiellement déclarée, elle a pignon sur rue et réclame le droit à une certaine discrétion sur ses activités internes, comme toute association. Sans prendre parti dans la querelle, nous admettrons pour définition, société secrète, toute association, quelle qu'en soit l'importance numérique, comportant une initiation, des rites symboliques, une hiérarchie plus ou moins occulte, des réunions strictement réservées à ses affiliés, et dont le secret des délibérations est couvert par serment. Étant bien entendu que l'initiative et les rites peuvent s'étendre sur une vaste gamme, allant des plus hautes spéculations ésotériques jusqu'aux superstitions de bas étage. De même, le terme délibération englobe tout ce dont il est traité dans les réunions, depuis l'exposé des mystères jusqu'aux préoccupations terre-à-terre, comme le paiement des cotisations. Classification des sociétés secrètes. On a proposé diverses classifications des sociétés secrètes en fonction de leur objet et de leurs activités affichées, généralement fallacieux, en tout ou en partie, ce qui laisse à chaque classification une part d'arbitraire. D'après M. Serge Hutin, le frère Albert Lantoine distingue 1. Les sociétés secrètes politiques, ce sont des associations qui cherchent à dissimuler leur activité, ou tout au moins le nom de leurs membres, et dont l'action est dirigée soit en marge des organismes officiels, c'est le cas des sociétés à but justicier, soit le plus souvent contre le pouvoir existant, ce sont les sociétés politiques proprement dites. Ce qui caractérise de tels groupes, si organisés et hiérarchisés qu'ils soient, c'est leur durée limitée. Une société secrète ne dure que si son objectif domine les temps.
Si l'objectif est politique, il s'éteint forcément avec la cause qui l'a fait naître. A. L'Antoine. On en rapprochera les groupements criminels. 2. Les sociétés secrètes initiatiques. Ces sociétés ne cherchent nullement à dissimuler leur existence, sauf lorsqu'elles sont persécutées. Leurs lois, leur histoire, leur lieu de réunion, leur doctrine, souvent même aujourd'hui les noms de leurs adhérents, ne sont un mystère pour personne. Ces groupements ne gardent véritablement secret que leurs cérémonies auxquelles le profane ne peut assister, et les signes de reconnaissance qui permettent aux affiliés de se reconnaître. Ce qui les différencie d'une simple société fermée, c'est que ces organisations confèrent à leurs affiliés une initiation, ont des rites plus ou moins compliqués, célèbrent une sorte de culte. En réalité, cette distinction entre sociétés secrètes politiques et initiatiques est entièrement captieuse. D'une part, il n'existe pas, et il n'a jamais existé, de société secrète qui ne comporte un minimum d'initiation ésotérique, même si son objet spécifique est plus particulièrement de dévoiler par étapes, à chaque échelon hiérarchique, les modalités de l'action politique. Le frère Pierre Mariel n'hésite pas à écrire « La notion de dissidence, qui implique celle de rébellion et d'hostilité, n'a aucune valeur dans le domaine des sectes. Pour des raisons de stratégie politique, les grandes sectes, quand elles sont identifiées, essaiment souvent de nouvelles sociétés secrètes sans qu'on puisse parler de scission ou de séparation. Des termes horticoles comme bouturage et marcottage conviendraient mieux. D'autre part, il n'existe pas et il n'a jamais existé de société dite initiatique dont le mysticisme n'ait servi de paravent à une action politique. C'est le frère René Guénon qui reconnaît, je cite, « Le véritable ésotérisme est au-delà des oppositions qui s'affirment dans les mouvements extérieurs, qui agitent le monde profane, et si ces mouvements sont parfois suscités ou dirigés invisiblement par de puissantes organisations initiatiques, on peut dire que celles-ci les dominent sans s'y mêler, de façon à exercer également leur influence sur chacun des partis contraires. » Le frère Oene Vronsky, 1775-1853, avouait même « C'est dans la scène du mysticisme que naissent toutes les sociétés secrètes qui ont existé et existent encore sur notre globe, et qui, toutes mues par de tels ressorts mystérieux, ont dominé et continuent encore, malgré les gouvernements, à dominer le monde. » M. Werner Gerson résume la classification des humains par le mage Gurdjieff qui joua indirectement, sinon directement, un rôle probable dans l'avènement du national-socialisme. Le schéma de cette classification comporte 4 cercles concentriques. Un cercle intérieur de vrais initiés, un cercle mésotérique de gens qui savent plus qu'ils ne font, un cercle exotérique d'humains dont le savoir cosmique, leur connaissance, est plus abstrait, un cercle extérieur, cercle de Babel ou de la confusion des langues. Il serait hors de propos de commenter la terminologie hermétique de ce schéma, dont le seul intérêt réside dans la conception des cercles concentriques adoptés par de nombreux spécialistes, aussi bien pour représenter la hiérarchie des sociétés secrètes entre elles que la hiérarchie à l'intérieur de chacune de ces sociétés. En 1946, paraissait aux éditions Médicis à Paris, sous le nom de Geoffroy de Charnay, un ouvrage intitulé « La synarchie politique ». L'auteur en était en fait le physiologiste et psychologue Raoul Husson, 1900 à 1967, qui avait adopté le pseudonyme, ou plus exactement le nomen mysticum, nom mystique, de Geoffroy de Charnay, par référence au dignitaire de l'ordre du Temple, brûlé vif en 1314, aux côtés du maître Jacques de Molay. Raoul Husson était un initié de rang élevé, le terme étant pris dans l'acception de l'américain insider, personnalité cooptée par les instances supérieures qui régissent le monde. Il avait figuré parmi les animateurs de la synarchie française. Dans son livre, il présente une classification des sociétés secrètes en 3 catégories. Les sociétés secrètes inférieures, dont la plupart ont satisfait aux prescriptions de la loi de 1901 sur les associations, ou des lois équivalentes des autres pays. Seuls peut-être sont secrets leur but réel. Composées en majeure partie de militants sincères obéissant à un idéal politique, philosophique ou religieux, elles sont truffées d'indicateurs de police et manipulées par des chefs occultes. La puissance de ces sociétés, s'évaluant en fonction du nombre de leurs adhérents, le recrutement en est généralement très ouvert. Elles servent, selon les termes même de Charnay, de vivier,
où les groupements plus fermés recrutent les gros poissons. Les sociétés secrètes de cadres ou sociétés secrètes intermédiaires, soit non déclarées, soit camouflées en associations philanthropiques, philosophiques, littéraires, etc. Le recrutement ne s'en fait pas sur candidature, mais sur proposition de parrain et par décision d'un conseil secret. Le cloisonnement est de règle. La hiérarchie, inconnue des grades inférieurs, est édifiée par cooptation. Le but de ces associations est le contrôle des organismes essentiels de la politique, de l'économie, de la religion, sur le plan international. Considérées comme subversives, ces sociétés sont l'objet des investigations policières. Les sociétés secrètes supérieures, totalement impénétrables. Ni leur nom, ni leur existence, ni leurs affiliés ne sont connus, précise Charnay. On en est réduit à de simples conjectures. D'où l'incrédulité sur leur existence. En fait, composée d'un très petit nombre d'initiés cooptés, elles formeraient un consistoire international qui tente à régir le monde. Cette classification est admise actuellement par la plupart des spécialistes des sociétés secrètes, avec cependant des réserves. On fait remarquer en effet que, comme toutes les schématisations, cette pyramide ascendante est quelque peu arbitraire et même incomplète. Dans la réalité, les catégories ne sont pas aussi tranchées. Ainsi, la plus nombreuse et de beaucoup des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, n'y trouve pas sa place. Considérée généralement comme société de cadres, déclarée association philosophique et philanthropique, elle ne comporte pas de cloisonnement rigide et elle n'est pas jugée officiellement comme subversive. On verra ce qu'il faut en penser. D'autre part, bien que de nombreux historiens admettent l'existence de sociétés supérieures, voire même de supérieurs inconnus, certains n'acceptent pas l'hypothèse d'un consistoire international tendant à régir le monde. Étant donné le secret absolu dont s'entourent ces groupements, il ne peut s'agir en effet que d'une hypothèse. Il serait illusoire d'escompter obtenir des certitudes verrouillées par recoupement. Or, le 29 septembre 1867, naissait à Berlin l'israélite Walter Rathenau, qui, en 1915, devait prendre la suite de son père la tête de l'AEG, Société Générale d'Électricité, trust gigantesque qui contrôlait près de 200 usines, des mines de charbon, des compagnies de transport, etc. Michel Moore. Le 24 décembre 1912, la Wiener Freie Presse avait publié sa déclaration. 300 hommes, dont chacun connaît tous les autres, gouvernent les destinées du continent européen et choisissent leurs successeurs dans leur entourage. Ministre de la reconstruction de la République de Weimar, en 1921, il fut nommé l'année suivante ministre des Affaires étrangères, et à ce titre, il signait le 16 avril 1922, avec le représentant de l'URSS, Tchitcherin, les accords de Rapallo. Le 24 juin 1922, il était assassiné à Berlin par deux membres de la très secrète organisation Consul, Erwin Kern et Hermann Fischer. Ces derniers mots auraient été les 72 qui gouvernent le monde. De ces divers essais de classification, il ressort à tout le moins que 1. Il n'existe pas de société secrète, même initiatique, qui n'ait pas pratiqué, qui ne pratique pas une activité politique. 2. Toutes ces sociétés secrètes tendent, malgré les gouvernements, à dominer le monde. 3. Elles sont rattachées à un centre commun pour y recevoir une direction commune. 4. Elles agissent soit directement, soit de préférence par l'intermédiaire d'organisations satellites apparemment opposées. 5. Ce qui leur permet de conserver un masque factice d'apolitisme. 6. Et d'exercer leur influence, quel que soit le parti politique au pouvoir. Proposition justifiée et confirmée par l'étude des principales sociétés secrètes, aussi bien traditionnelles que modernes. Elles permettent de comprendre le phénomène d'osmose entre les idéologies des diverses sociétés, les interpénétrations à la tête entre ordre, obédience, rite, voire secte, les mises en sommeil et les résurgences suivant le besoin du moment. Pour éviter toute confusion, on adoptera les définitions suivantes. Ordre, groupement répondant à une même idéologie de base et suivant les mêmes règles fondamentales. Ordre maçonnique, ordre des Illuminés de Bavière, ordre martiniste, etc. Ce terme a été adopté par référence aux ordres de chevalerie, notamment templiers, hospitaliers et teutoniques, dont ces groupements prétendent descendre.
on emploie plus rarement dans le même sens le terme de fraternité, fraternité de la Rose-Croix. Obédience, fédération de loges ou ateliers soumises à une même juridiction. Pour maître Alec Mellor, qui est lui-même franc-maçon, je cite, « On nomme obédience les différents corps souverains aux puissances maçonniques. On dit par exemple que la Grande Loge de France ou le Grand Orient sont des obédiences. Les obédiences, depuis le XVIIIe siècle, se sont toujours excommuniées de la manière la plus ecclésiastique du monde. Elles ont leur hérésie et leur schisme. Ces rivalités ne portent guère que sur des divergences dialectiques concernant la dogmatique, comme la notion de grand architecte de l'univers, des désaccords sur les modes d'action, voire des antagonismes de personnes. Rivalité qui s'estompe dès qu'entre en jeu le messianisme de l'ordre ou dès qu'est fait le signe de détresse. Rite. 3 exceptions. 1. Prescription des cérémonies est dans ce cas considérée comme synonyme de rituel. 2. Caractéristique d'une association d'après le nombre de ses grades. Tout rite étant constitué par un ensemble de symboles, frère René Guénon. Le nombre de symboles s'accroît avec le nombre de grades. On parle alors plutôt de rite d'initiation. 3. Spécification à l'intérieur d'une même obédience des différences idéologiques entre ces divers groupes, suivant l'orientation préférentielle de leurs travaux. Occultisme, magie, alchimie, mysticisme, etc. On écrit parfois rite ancien et accepté, rite ancien, rite écossais rectifié, rite primitif de Narbonne. Secte. Ce mot relevant d'une double étymologie latine inclut 2 définitions. Premièrement, de secta, direction, réunion de personnes qui partagent la même idéologie, aucun sens péjoratif. Deuxièmement, de sectio, division, organisation qui refuse de se rattacher à l'un des grands ordres ou qui s'en est détaché, généralement sens péjoratif. Société secrète et religion. L'attitude idéologique des sociétés secrètes face aux religions aurait été laissée délibérément de côté si elle n'expliquait en partie tout au moins leur position politique. Et c'est de ce seul point de vue que l'analyse en sera envisagée. En réalité, aucune société secrète n'a pu et ne peut échapper aux faits religieux. Suivant les organisations, cette attitude présente un caractère agressivement anti-religieux, un caractère athée ou simplement indifférent, un caractère déiste, un caractère syncrétiste, voire un caractère confessionnel. Étant bien entendu que, d'une part, le caractère a pu évoluer au cours des siècles, d'autre part, il s'agit là de la tendance générale de la société secrète ou de certains de ses éléments constitués en rites. Toutefois, si on accepte les rares associations fermées qui se réclament de la défense du catholicisme, comme la Compagnie du Très Saint-Sacrement au XVIIe siècle ou la Congrégation au XIXe siècle et son émanation vraiment secrète, les Chevaliers de la Foi, ou comme les actuels Knights of Columbus américains et l'Opus Dei espagnol, on peut affirmer que toutes les sociétés secrètes ont pour caractéristique commune l'hostilité à l'égard de la religion catholique. Cela reste vrai même lorsque, à l'imitation de la franc-maçonnerie, l'association se prétend religieuse et accepte en principe la pluralité des attitudes individuelles. L'hostilité des sociétés secrètes à l'égard de la religion catholique ne provient pas seulement du désir philosophique d'arracher l'homme à l'obscurantisme entre guillemets que le très cher frère Jacques Mitterrand, plusieurs fois grand maître du Grand Orient de France, préfère appeler l'aliénation religieuse. Le motif plus important en est que le catholicisme, par l'immutabilité de son dogme, par l'autorité de sa hiérarchie, par le nombre de fidèles répandus dans le monde, mais aussi par les condamnations fulminées à plusieurs reprises par Rome contre toutes les associations fondées sur le secret et le sermon, est le principal obstacle à la réalisation de leur propre visée doctrinale et politique. D'où le souci des sociétés secrètes d'infiltrer des affidés dans la hiérarchie catholique pour en saper la doctrine et l'autorité de l'intérieur. On en trouvera la preuve dans Infiltration ennemie dans l'Église et dans Georges Virbeau, prélat et franc-maçon. En ce qui concerne la religion protestante, leur attitude est différente. D'abord parce que certaines de ces associations sont d'origine ou d'inspiration protestante, ensuite parce que les variations, Bossuet dixit, de leurs différents corps de doctrine s'opposent à tout dogmatisme, puisqu'à base de liberté individuelle d'interprétation des Écritures.
C'est ainsi par exemple que certains évêques anglicans et des membres de la famille royale britannique sont affiliés ouvertement à la franc-maçonnerie. La religion juive a été diversement traitée. Si certaines organisations occultes allemandes notamment se sont acharnées contre elle au cours des 19e et 20e siècles, par contre il en est d'autres qui reconnaissent être imprégnés d'idéologie israélite. Telle la franc-maçonnerie, il existe d'ailleurs une forme de maçonnerie internationale, les B'nai B'rith, composée exclusivement de juifs. Voilà, ce sera la fin de cette première partie du livre Le gouvernement invisible de Jacques Bordiaux. Je vous dis à très bientôt pour le chapitre 2 des messianismes.